Bonjour à tous, merci d'être là pour ce panel consacré au télétravail et à l'hyperconnexion, enjeux et risques. Donc j'ai la chance pour débattre sur ce sujet d'être accompagnée de 6 intervenants à qui je vais demander de bien vouloir prendre le micro pour se présenter. Lucie. Bonjour à tous, Lucie Vincent, je suis avocat au sein du cabinet Actance, qui est un cabinet spécialisé en droit du travail. Laurence. Bonjour, Laurence Breton-Cuny, je suis la DRH du groupe AFNOR et vice-présidente de la NDRH. Guillaume Dupuis. Bonjour, Guillaume Dupuis, directeur du développement commercial pour le groupe People & Baby, qui est une entreprise de crèche d'entreprise. Christophe. Bonjour, donc Christophe Nguyen, psychologue du travail et cofondateur d'Empreinte Humaine, qui est un cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et la santé psychologique au travail. Kamel. Bonjour, donc je suis Kamel Amara, je suis le DRH de la division Faya Energy Service du groupe Faya, qui est un groupe familial indépendant dans le domaine de la construction et du matériel routier. Et Jean-Marc. Donc Jean-Marc Guilvic, bonjour, DRH pour Siemens, division Smart Infrastructure, une division qui s'occupe des villes et des bâtiments intelligents. Merci pour vos présentations. Alors, pour démarrer ce débat, Christophe, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux rapide sur le télétravail et notamment l'hyperconnexion ? Oui, donc on a réalisé, on réalise toujours donc des baromètres avec notre partenaire sondeur OpinionWay sur des échantillons représentatifs de salariés français. Et dans ces baromètres, on pose des questions finalement que en interne on ne peut pas poser, on va dire ça comme ça, et qui nous permet d'avoir une vision un peu réaliste de la situation, avec une volonté de suivre l'évolution dans le temps. Parce que la vérité d'un jour n'est pas la même quelques mois après. On l'a vu par exemple avec l'appétence au 100% télétravail, où on voit que même aujourd'hui d'ailleurs le télétravail se maintient. Ça, c'est une première chose. On a fait notre dernier baromètre en fin septembre, début octobre. Et en termes de proportion, il se maintient. Plus pour un modèle hybride en tant que tel, 3 fois moins de 100% télétravail. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a un impact positif sur l'état psychologique des salariés et en particulier des managers, pour qui finalement ce retour dans un modèle hybride est plus bénéfique. Donc ça, c'est une première chose. On a quand même des niveaux de santé psychologique qui sont quand même inquiétants encore et préoccupants. Et un indicateur de niveau de burn-out qu'on a mesuré, non pas en demandant si les gens se sentaient en burn-out, mais vraiment avec des questionnaires qui évaluent des indicateurs, les manifestations, avec une augmentation de 25 points. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à peu près 13% de gens qui sont en situation de burn-out sévère. Donc un vrai enjeu de santé. Et on sait que ceux qui sont en télétravail sont plus exposés au burn-out que les autres. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui est important. Toute chose égale par ailleurs. Et donc, quand on creuse, le télétravail qui s'installe, et on voit que les 7 salariés sur 10 disent que leur employeur a avancé sur ce sujet positivement, en termes de vision du télétravail. Ils disent aussi, on a parlé beaucoup de confiance, que pour 8 sur 10, on leur fait confiance en télétravail. Donc comme s'il y avait une évolution quand même d'acceptation, on va dire, et peut-être de pérennisation du télétravail vers où on va, vers cette hybridation en tant que telle. Il y a encore des sujets. La moitié disent qu'ils déclarent donc finir plus tôt ou finir plus tard ou commencer plus tôt. Ne pas avoir de temps de répit sur la journée, la moitié qui dit parfois j'oublie de faire des pauses finalement dans mon tunnel de réunion en tant que tel. La moitié dit qu'il regarde ses mails et les notifications hors temps de travail. Donc ça, je prends des chiffres qui illustrent un peu l'hyperconnexion. 40% dit que malgré la facilitation que ça m'apporte en matière d'équilibre des vies, j'ai du mal à oublier le travail le soir. Donc on voit il y a aussi un enjeu, quand on fait le lien avec le burn-out, de récupération, de répit, au-delà du temps de repos. Moi, je préfère parler aussi de récupération, qui n'est pas forcément que dormir. Récupérer au travail, c'est pas que finalement dormir, c'est aussi faire des choses qui sont stimulantes, qui ont du sens pour nous, qui élargit notre horizon. Donc je pense que là, c'est un enjeu aussi à prendre en compte, celui de l'invisibilité. 4 sur 10 se sentent plus invisibles en télétravail. Et la moitié disent j'ai moins d'occasion de vivre de la reconnaissance, j'ai moins d'occasion d'en recevoir, et finalement je me sens moins reconnu aussi, du fait du distanciel.
Et ça, effectivement, ça doit inciter à l'hyperconnexion, de se montrer, d'être au taquet, si vous voulez, de sursauter, et de montrer qu'on est, ils le disent pour la moitié, je dois montrer en télétravail, finalement, que je bosse plus qu'en présentiel, d'une certaine façon. Donc tout ceci peut concourir effectivement à cette hyperconnexion qui n'est pas durable. On est tous, je pense, d'accord pour dire que c'est pas ça. Même si je crois qu'il y a un enjeu de travailler sur la définition de l'équilibre des vies et du besoin de flexibilité pour 6 sur 10, c'est-à-dire et qui rejoint cette question du code du travail, pour 7 sur 10, le code du travail doit évoluer et prendre en compte finalement effectivement l'étanchéité plus ou moins forte entre la vie pro et la vie perso, des gens qui veulent pas du tout taper des mails ou traiter leurs mails après la journée de travail, d'autres qui arrivent à être perméables mais flexibles, c'est-à-dire de traiter quelques mails et puis aller chercher les enfants sur la journée de télétravail pour ensuite se rebrancher. Donc tout ceci concourt, je crois, et c'est une vraie demande, à clarifier les droits et les devoirs des télétravailleurs, 7 sur 10 le 10, encore. Merci Christophe. Alors Lucie, je me tourne vers vous. Comment est-ce qu'aujourd'hui, légalement, on contrôle le temps de travail passé en télétravail? Comment ça se passe? On contrôle le temps de travail aujourd'hui avec exactement les mêmes règles que celles qui existent pour le présentiel. Et c'est en ça que Laurence va sûrement nous expliquer en quoi le Code du travail doit évoluer. Mais à ce stade, pour des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, je dois continuer à contrôler leur temps de travail et m'assurer qu'ils ne réalisent pas plus d'heures que celles qui sont déclarées. Je dois pouvoir, notamment pour les personnes qui sont en horaire collectif, je dois pouvoir démontrer qu'ils commencent à travailler à l'horaire défini dans l'entreprise. Pour ceux qui sont en horaire individualisé, vous savez, ce sont les horaires qui consistent à offrir des plages d'arrivée et de départ le matin, le soir. Ça m'impose de mettre en place un système de badgeage, mais à distance. Donc mettre en place pour cela un outil de pointage par ordinateur. Donc ça m'a, dans beaucoup de cas, ça m'oblige en tant qu'entreprise à m'adapter puisque je n'ai pas forcément, le badgeage est à disposition sur place, donc il faut que je mette en place des outils spécifiques. Pour ceux dont le temps de travail est décompté en jours, je dois toujours néanmoins contrôler le temps de travail puisque le fait de décompter le temps de travail en jours ne m'exonère pas de l'obligation de respecter, au-delà du temps de récupération, le temps de repos, donc 11 heures entre 2 journées de travail, 35 heures entre 2 semaines de travail. Donc en fait, il faut que je puisse m'adapter pour respecter toutes ces règles de droit commun. Et au-delà de ça, pour le télétravail, le Code du travail nous prévoit un certain nombre d'obligations spécifiques. Donc on a notamment dans ce cas obligation de fixer dans soit mon accord collectif, soit ma charte de télétravail, soit à défaut dans mon avenant au contrat de travail, prévoir des plages horaires de disponibilité pour le collaborateur pour que les choses soient parfaitement claires et qu'il ait le droit de se déconnecter en dehors de ses horaires. Et puis, pendant l'exécution de la relation de travail, je dois veiller à contrôler cette charge de travail et j'ai une obligation qui est inscrite dans le Code du travail de réaliser, même pour les personnes dont le temps de travail n'est pas en jours, décompté en jours, je dois réaliser un entretien annuel pour évaluer la charge de travail du collaborateur, les modalités d'exercice du télétravail. Donc, au-delà de tout ça, ça nous impose de réfléchir et de sensibiliser les managers, les collaborateurs à l'obligation d'identifier les situations critiques dans lesquelles les collaborateurs ne respectent pas les horaires de travail qui leur sont en principe appliqués. Je dois pouvoir faire remonter ces situations-là parce que, bien entendu, ça expose le collaborateur à un risque de surcharge, à des risques psychosociaux, à des difficultés auxquelles, comme il a été très bien dit jusque-là, ça m'impose, en fait, ça peut créer des difficultés pour le collaborateur qui peut se trouver dans une situation très compliquée, voire même générer des contentieux au-delà des risques psychosociaux. Donc,
là-dessus, voilà l'état du droit à date. Et je pense que Laurence va nous expliquer en quoi, aujourd'hui, on a besoin d'une évolution législative pour nous adapter à la situation du distanciel. Alors Laurence, en effet, vous êtes vice-présidente de l'ANDRH et justement, vous évoquez et vous réfléchissez ou vous incitez à une modification du Code du travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les travaux en cours ? Oui, merci. Alors, c'est vrai, et on est intervenu notamment à notre dernière université avec Jean-Emmanuel Ray, qui intervient beaucoup sur le fait que le droit du travail a été écrit, mais qui correspond plus finalement à nos modes d'activité sur site des années 30. Et vous le voyez bien, ce n'était pas un problème tant que le télétravail était quelque chose de marginal. En clair, vous êtes sur site, vous commencez le matin, vous arrêtez le midi, vous recommencez l'après-midi et vous terminez le soir. Vous avez les responsabilités d'employeur, donc on est sur des sites avec des obligations en termes de sécurité, sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé. Et on l'a bien dit tout à l'heure, je crois que c'est toi, Christophe, qui disait tout à l'heure, quand les personnes sortent à un moment, c'est-à-dire que le temps n'est pas linéaire. On est tous bien convaincus qu'il doit y avoir des plages de 11 heures de repos entre deux plages horaires. Mais si vous êtes DRH, vous avez vu combien, quand parfois nous avions des litiges avec des collaborateurs, qu'on va nous sortir des mails à 21h, 22h, et qu'on va nous demander le retour sur les heures supplémentaires pendant quelques années. Donc c'est un sujet très important pour nous. Et c'est vrai que Lucie l'a bien rappelé, dans les entretiens d'évaluation, nous avons une responsabilité effectivement de poser la question s'il existe une gestion raisonnée de tous les outils numériques et si les salariés réussissent à respecter la charte de déconnexion. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2017, à la suite de la loi travail, on a tous en principe mis en place des chartes du droit de la déconnexion, mais à l'époque, on avait ces chartes de la déconnexion tout en ayant effectivement des personnes qui télétravaillaient de façon marginale. Aujourd'hui, et c'est vrai, quand tu parles, Christophe, du burn-out, moi je dis surtout qu'aujourd'hui on a un mélange entre les vies privées et vies professionnelles, et vous le voyez bien avec les jeunes, l'hyperconnexion malheureusement n'est pas que l'hyperconnexion professionnelle. Nous avons une problématique effectivement entre la gestion des temps personnels et des temps professionnels, et justement un épuisement. On peut en parler tous des problématiques de santé mentale, et on les voit aujourd'hui même dans les recrutement des plus jeunes, qui sont ceux qui finalement ont le plus subi la crise. Alors nous, ce que l'on demande en réalité, c'est qu'il puisse y avoir une révision du Code du travail qui permette une adaptation par rapport à la réalité de la situation. À titre personnel, moi, ça ne me dérange pas si une personne va chercher des enfants à un moment donné et revient travailler à condition que les enfants soient autonomes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas prévu. S'il lui arrive quelque chose, c'est pas prévu non plus qu'elle se reconnecte le soir, même si c'est son choix. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de risques et finalement, ces risques peuvent être très importants à la fois, on va dire, du côté financier, mais pas que. Parce que s'il arrive un accident à la personne, on peut aller effectivement dans notre responsabilité d'employeur jusqu'au pénal. Donc voilà, il faut qu'on puisse, si on veut que le mode hybride perdure, sécuriser les entreprises. Et pour sécuriser les entreprises, il faut que le Code du travail évolue pour être adapté finalement à cette évolution d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a une accélération des temps, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc c'est vrai, et on en discute les uns et les autres, qu'on dit non, c'est pas possible, le télétravail hier, on a bien vu que finalement on a réussi à s'adapter. On voit également que des métiers qui n'étaient pas télétravaillables, on essaye de le faire. Et puis après, quand même, on est en circonstances exceptionnelles, et puis c'est à nous, DRH, de bien veiller dans nos accords télétravail, non seulement de regarder les métiers éligibles, mais de regarder si la personne est assez autonome et si elle respecte aussi les déconnexions. Moi, très sincèrement, et il y a une étude de la DARES qui est très intéressante, qui est parue en mai dernier, justement sur le télétravail, sur les conditions de travail et les risques psychosociaux. Très sincèrement, moi, si j'ai des personnes en hyperconnexion, en horaire décalé, jamais je vais accepter que la personne soit en télétravail. Si elle n'arrive pas à travailler à distance, au contraire, qu'elle n'arrive pas à se déconnecter, nous avons une responsabilité en tant qu'employeur à dire non. Donc voilà, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, et on l'a vu, on a trop de personnes qui croient à tort, et c'est vrai, parce qu'elles ont peur pour la sécurité de leur emploi, que le fait d'être toujours connecté va leur apporter un
plus, sauf qu'on le sait, ça mène quoi? Un épuisement professionnel au détriment à la fois de l'individu puis de l'organisation. Donc voilà, donc nous on a posé le sujet sur la table, je pense que ça doit vraiment être un travail de fond à réaliser si on veut qu'on perdure. Puis petit point quand même, parce que c'est important, vous savez, maintenant on dit qu'on réfléchit de façon locale, c'est-à-dire globale et au niveau local. En France, ça fait longtemps qu'on parle du droit à la déconnexion. Quand vous êtes dans les pays anglo-saxons, ils rigolent doucement. Il faut savoir que pour eux... Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en avance sur le sujet parce qu'il y a un intérêt mutuellement bénéfique de travailler sur le sujet. Si on veut effectivement garder des personnes en bonne santé, je rappelle qu'on va travailler très longtemps, donc on n'a pas intérêt à être épuisé. Et c'est un vrai épuisement, comme le disait Christophe. La santé mentale va être la première finalement maladie, à mon avis, professionnelle dans quelques années. Donc on a tout intérêt effectivement d'y lutter à travers un code du travail rénové qui va s'adresser quand même qu'à 50% des salariés. Je rappelle que tout le monde n'est pas concerné par le télétravail. Merci. Christophe, justement, votre regard d'expert sur le temps de travail. Oui, alors, il y a un temps effectivement quantitatif. Je pense que c'est l'héritage un peu de comment décompter les heures avant. Et puis, je crois qu'il y a une dimension de la charge de travail qualitative qui est importante à prendre en compte. Et celle-là, elle ne s'écrit pas dans un code du travail forcément. Et ce que demande, et c'est qu'exige, je pense, le code du travail, de faire un point une fois par an avec quelqu'un pour savoir si ça va, la charge de travail ou l'équilibre des vies, on est bien d'accord, c'est peu suffisant. C'est réglementaire, c'est déjà mieux que rien, mais c'est pas suffisant. Et avec la distance, le télétravail hybride, il est nécessaire, c'est un vrai enjeu de suivre et de mesurer la question de la charge de travail réelle en tant que telle. Et je crois que c'est important très rapidement de décortiquer c'est quoi la charge de travail. Nous, en psychologie, on parle de 3 facettes. Il y a la facette de la charge de travail dite prescrite, c'est-à-dire les exigences, les objectifs que vous fixez aux personnes. Et avec le télétravail hybride, ça n'a pas forcément bougé, les objectifs en tant que tels, ou les ressources. Puis il y a la charge de travail réelle, c'est-à-dire ce qui est concrètement fait dans le terrain. Et ça a beaucoup bougé pour les salariés. C'est-à-dire de savoir comment je me coordonne interservices, quand il y a la moitié des gens qui sont dans les locaux ou pas. Tout l'informel que j'ai plus, où je pouvais régler tous les petits problèmes entre 2 portes et ça allait vite. Tous les sujets aussi, effectivement, d'hyperconnexion et de fatigue qui peut être liée. L'augmentation du reporting, parce qu'on l'a vu, sans passer dans le micromanagement, le sujet, c'est effectivement savoir quel est le temps et de contrôler. Donc ça aussi, ça augmente la charge en tant que telle. Et donc, ça a un impact forcément sur ce qu'on appelle, 3e facette, la charge de travail vécue. Et là, elle est plus subjective. On le voit très bien, certains ont très bien vécu le télétravail, la plupart aiment bien, d'autres détestent. Et puis, certains sont en pleine résilience, c'est génial, ils déménagent, etc. Et les autres, c'est burn-out. Donc on voit qu'il y a une dimension subjective qui est très importante. Et la charge de travail, c'est ces 3 niveaux-là à prendre en compte. Et si on veut effectivement réussir cela et bien suivre, il y a une question effectivement de proximité, du management à pouvoir suivre l'activité. Et je crois que ça questionne aussi le dimensionnement de la taille des équipes. Ils le disent eux-mêmes, la moitié dit qu'il va falloir diminuer la taille des équipes. Si on veut créer cette proximité, je ne pourrais plus avoir 30 personnes en direct en tant que tel. Si je veux savoir comment ils vont, si ça va bien en termes de charge. Puis ça questionne aussi le profil des managers. Est-ce que ça va être... Ça, on reviendra dessus tout à l'heure sur le profil et le manager. Ça marche. Mais du coup, juste un point... Parfois, c'est un sujet tabou, la charge de travail, je termine juste là-dessus, et puis sinon je ne terminerai pas là tout à l'heure. C'est tabou parce qu'on a peur, quand on parle de charge de travail, qu'on nous dise il faut recruter, il faut augmenter le nombre de personnes, etc. On n'a pas les budgets, ou alors on se dit, de toute façon, c'est comme ça, c'est des injonctions, le groupe nous dit qu'on n'a que tant de TP. Donc parfois, on a une fuite en avant, on a l'impression, les managers qui courent aussi, qui sont débordés, et qui n'abordent pas ce sujet. Et comme une souris dans sa roue, là. Et je crois que c'est important parce que si on n'en parle pas, on peut frustrer. Il faut organiser le dialogue autour de ça et bien comprendre qu'on peut effectivement agir sur la charge de travail. Il faut la mesurer, elle est complexe, mais il faut la mesurer dans toutes ses composantes. Il faut agir et accompagner le management et accompagner les salariés également. Merci. Alors justement, vous évoquiez le télétravail, aller chercher les enfants à l'école pendant une période de travail en étant en télétravail. Donc Guillaume, chez People & Baby, comment est-ce que vous accompagnez, vous, la parentalité ? Alors, je ne vais pas me focaliser uniquement sur People & Baby, mais je vais me focaliser sur l'accompagnement dans sa globalité de la parentalité. Avant d'enchaîner sur la parentalité, je tiens à dire qu'on a beaucoup discuté de temps de travail, de horaires de connexion et de déconnexion, mais que
pour moi, l'accompagnement du télétravail va au-delà de ça. C'est une intrusion au sein du cocon familial. Il y a besoin aussi d'accompagner le salarié avec la mise à disposition de matériel de bureautique, s'assurer que les connexions vont être bonnes et vont permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et ça va jusqu'à la parentalité, en effet. C'est un sujet que je connais bien, c'est un sujet qui me tient à cœur. Chez People and Baby, on accompagne énormément de parents d'enfants de moins de 3 ans au quotidien dans la bonne gestion de l'équilibre entre vie pro et vie perso, et c'est d'autant plus vrai depuis le développement du télétravail, puisqu'on se rend compte que beaucoup de parents ont géré cette période en ne faisant pas appel à des entreprises type People and Baby pour garder leurs enfants, mais ont gardé les enfants dans le cadre du travail, ce qui a été, je pense, une source de stress additionnel et une source d'hyperconnexion additionnelle, puisque le temps qu'on ne pouvait pas passer au travail pendant la journée parce qu'on était avec les enfants, on a été obligé de le rattraper le soir. C'est peut-être d'ailleurs des mauvaises habitudes qui ont été prises et qui perdurent maintenant qu'on est quasiment au retour à une vie à peu près normale. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre conscience qu'au-delà des parents d'enfants de moins de 3 ans, il faut accompagner les parents de tous les enfants. Il est important que l'entreprise en prenne conscience et qu'elle mette en place, au-delà d'un accord sur le télétravail, les moyens d'accompagner les parents dans la bonne gestion de cet équilibre vie privée-vie perso. On l'a évoqué tout à l'heure quand on discutait avant ce panel. Tous les salariés, ou quasi tous les salariés, ont une crainte à dire « je ne peux pas être présent sur cette réunion-là, il est 17h, je dois aller chercher mes enfants ». Il faut que ce tabou-là cesse. Il faut qu'on donne les moyens aux parents d'assumer leur rôle de parents, à la fois en leur permettant de se déconnecter, mais aussi en allant un peu plus loin que ça et en mettant un panel de services à leur disposition qui va pouvoir leur permettre de mieux gérer cette dualité du temps de la journée entre le travail et la vie de parents. Ça passe à la fois par la bonne gestion des temps de connexion et des temps de déconnexion, et accepter qu'un collaborateur ne puisse pas être disponible à 16h ou à 17h pour faire face à ses obligations de parents. Mais ça passe aussi par la mise en place des services dont je vous parlais tout à l'heure. Bien évidemment, la garde des enfants de moins de 3 ans, l'objectif c'est que le parent puisse déposer son enfant le matin, le récupérer le soir et pouvoir accorder tout le temps nécessaire pendant la journée pour son emploi. Mais ça passe aussi par d'autres types de services, la gestion des sorties d'école, la garde périscolaire, le soutien scolaire, parce que la situation de télétravail est une intrusion du travail au sein du domicile et ne permet plus aux parents de gérer aussi bien la relation avec sa famille, la relation avec ses enfants, son rôle de parent, qu'il ne pouvait le gérer auparavant. Il est donc nécessaire que les entreprises prennent conscience de ça et qu'au-delà d'accorder un temps de télétravail, au-delà de mettre en place des règles de connexion et de déconnexion, mettent aussi en place ce panel de services qui va aider. Au-delà de ça, il faut aussi s'assurer que le travail ne va pas déborder sur des temps privés. Il est important que la journée elle soit rythmée au même titre qu'une journée sur le lieu de travail. Il est donc important qu'on ne mette pas en place des réunions au-delà d'un certain horaire. Il est important aussi qu'on respecte les pauses de déjeuner, les pauses durant la matinée, durant l'après-midi. Et il est aussi important que les mails, les appels téléphoniques soient stoppés à partir d'un certain moment. J'y reviendrai tout à l'heure par des exemples un peu concrets qui ont été mis en place chez People and Baby, qui sont des exemples basiques, qui sont 3 fois rien à mettre en place, mais qui permettent malgré tout d'assurer justement que le manager dans sa posture de manager soit à l'aise, mais aussi que le collaborateur ne subisse pas éventuellement une pression que le manager aurait et qu'il ferait subir à son collaborateur. Merci. Alors Jean-Marc, chez Siemens, qu'est-ce que vous avez mis en place en matière de télétravail ? Vous étiez un peu précurseur, je crois. Ouais, aujourd'hui, on peut dire que le télétravail, ça fait un peu partie de notre ADN parce qu'on a signé les premiers accords dès 2013. Alors en 2013, c'était un accord de 18 mois pour voir un petit peu la tendance. Et c'était un accord qui reposait sur 1 jour de télétravail par semaine. On a donc fait ce qui a été dit avant, à savoir un accord avec les représentants, une charte, bien entendu, qui a été communiquée. Mais au-delà de ça, on a voulu aller plus loin parce qu'on s'est dit qu'au-delà du contrat, il y avait le contrat moral, réciproque. C'était sur la base du volontariat, ça l'est toujours. Et ce contrat de morale réciproque, il est passé par le biais d'une formation de tous les managers pour leur expliquer ce qu'est le télétravail, ce qu'on pouvait accepter, ce qu'on ne pouvait pas accepter. Alors ça a été des formations un petit peu lourdes sur près de 500 managers, mais pour nous, ça nous paraissait essentiel pour assurer la bonne réussite. Ça a été les premières étapes.
Ensuite, on s'est posé la question de savoir sur quoi pouvait reposer le succès d'un télétravail. Déjà, c'est sur des indicateurs de performance qu'on connaît tous. Entrée de commande, chiffre d'affaires, résultat net, cash. Ça, c'est pour les objectifs qualitatifs. À côté, vous avez des objectifs qualitatifs, qui peuvent être les enquêtes vis-à-vis des clients. Ça peut être des NPS, ça peut être ce qu'on appelle des VANI, votre avis nous intéresse. Ça peut être des enquêtes vis-à-vis de nos collaborateurs aussi. Donc tous ces indicateurs-là ont été mis en place. Puis après, on a voulu aller plus loin. On s'est dit qu'on ne pouvait pas bien fonctionner sans des indicateurs de performance individuels. Même chose, quantitatif. Pour un commercial, ça va être facile, ça va être son entrée de commande à l'année. Mais pour du back-office, vous pouvez aussi trouver des indicateurs. Pour un bureau d'études techniques, ça va être le nombre de plans rendus en combien de temps. Pour un bureau d'études commerciales, ça va être le nombre de devis en combien de temps. Et même chose, vous pouvez aussi avoir du qualitatif. Je prends l'exemple du bureau d'études. Le bureau d'études, vous allez savoir quel est son hit rate à l'arrivée sur les offres qu'il a rendues. Donc tout ça, vous pouvez l'accompagner avec bienveillance, mais avec exigence. Donc ça a été les premiers indicateurs de performance qu'on a lancés. Au bout de 18 mois, on s'est reposé la question. Tous les indicateurs étaient ouverts. Dans les enquêtes que j'ai ressorties, que j'ai exhumées même, il y en a une de 2017, 92% du management considérait que le travail à domicile chez nous était un succès. 80% des salariés demandaient ce qui est plus de télétravail. En 2017, ce n'était pas encore trop dans la norme non plus. Et puis on s'est posé la question vis-à-vis du management. Parce qu'on s'est dit, mais vous, est-ce que vous avez été amené, au cours de toutes les années de télétravail, à supprimer des jours de travail au domicile, à dire aux gens, revenez. 20% des managers nous ont dit, oui, j'ai été amené à le faire. Alors après, il faut savoir les causes. On a dit, mais pourquoi vous leur avez demandé ? Dans tout ce pourcentage-là, seul 1% des managers a demandé aux salariés de revenir pour des problématiques de performance. Ça interroge comme chiffre, et vous ne serez pas surpris de savoir que en fait, ces salariés-là, on les connaissait bien avant le travail au domicile. Il n'y a pas de surprise. Il y a eu un système d'accélération avec la pandémie, forcément, avec les effets qu'on connaît tous. Donc on s'est remis autour d'une table fin 2020-2021 avec les partenaires sociaux et on a renégocié un accord de télétravail qui aujourd'hui va de 2 à 3 jours, toujours sur la base du volontariat, avec un certain nombre de subtilités. Les partenaires sociaux nous en demandaient toujours plus. On en a donné un certain nombre, on va dire, notamment l'attribution de tickets restaurants les jours de télétravail. Ça fait un peu grincer des dents aux financiers, mais on y est arrivé. Et à côté de ça, on a essayé de passer par un autre biais, à savoir, on parlait beaucoup à l'époque, et on en parle aujourd'hui maintenant, des déménagements un peu sauvages de certains salariés, des salariés qui sont partis. On a voulu contourner ce système. Alors pour tout ce qui est population technique et commerciale, de toute façon, on est 2000 répartis sur 40 sites, donc ils sont obligés de près des clients, pour eux la question ne se posait pas. Mais pour le back-office, dans notre accord, dans notre accord est signé le fait que le salarié peut déclarer un second domicile, sur la base du volontariat aussi. Et sur la base aussi du contrat moral qu'on s'était donné à la base, à savoir s'il y a des obligations professionnelles, elles prennent le pas sur. D'accord ? Mais on arrive à vivre avec. Donc le salarié déclare dans un système d'information une deuxième adresse, et avec ça, on arrive à pouvoir justement limiter les effets de bord. Et c'est plutôt sain et c'est plutôt vertueux. Alors même chose, cet accord, on l'a signé pour 18 mois. J'ai de bonnes chances de penser qu'on va le poursuivre. Très bonne chance. Très bien, merci. Kamel, chez Faya, comment ça se passe au niveau du télétravail ? Chez Faya Energy Service, le télétravail est né en 2018. Il est né d'une volonté de faire évoluer nos modes managériaux. On était face à une problématique qu'on connaît tous, qui touche aux problématiques de recrutement et de fidélisation. Et donc on a souhaité faire évoluer les conditions de travail et se doter d'outils qui vont permettre de pouvoir attirer et puis de fidéliser. Donc on a mis en place la charte télétravail. À ce moment-là, je dois dire que ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait, pour plusieurs raisons. Et puis est arrivé le Covid. Dans la charte télétravail, on avait imaginé deux principaux modes de télétravail. Le télétravail occasionnel avec une certaine flexibilité, et puis le télétravail régulier. On n'avait pas imaginé le troisième type de télétravail, qui est celui du Covid, de télétravail forcé et subi, mais ça a été pour nous une opportunité pour voir de quelle manière faire évoluer cette pratique. Et donc, à la sortie de la pandémie, en tout cas de la fin de ce télétravail forcé, on a eu une explosion des demandes de télétravail. Donc, on a fait évoluer notre charte
On a volontairement voulu que notre charte soit suffisamment large pour pouvoir donner, une certaine autonomie dans nos filiales. Parce qu'on a une philosophie dans laquelle on laisse une assez large autonomie à nos filiales. Donc on définit un cadre commun et ensuite on laisse aux filiales la possibilité d'aller plus loin. Donc on a amendé notre charte télétravail en augmentant le volume de nombre de jours à l'année. Et puis, avec l'expérience qu'on a connue au moment de cette pandémie, il y a eu en effet ces problématiques, ces risques psychosociaux qui sont apparus, et donc on en a profité pour accompagner la manière de pratiquer le télétravail, à la fois côté manager, en proposant des formations sur la manière de pouvoir manager des équipes, on appelait ça le management hybride, et puis côté collaborateur, on a profité d'une solution qu'on a déployée au sein de la division, qui est une solution d'aide à l'amélioration du bien-être, ou en tout cas de la prévention des risques psychosociaux, et qui nous a permis de pousser de la sensibilisation et des campagnes de communication sur la manière de télétravailler et tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur les temps de pause qu'on devait s'obliger à réaliser et pas nécessairement se sentir obligé d'être connecté devant son écran. Donc aujourd'hui, il a fallu qu'on recadre, ou en tout cas qu'on définisse les contours du télétravail, parce que, comme toujours, il y a eu quelques contournements. Et puis, il a fallu aussi rappeler l'importance de nos modèles d'organisation. On est dans des organisations, on est en mode projet. Donc on a des équipes qui se constituent en phase de projet à réaliser, à la fois des équipes de chantier, mais aussi des équipes fonctionnelles avec des DAF, RH, QSE, etc. Et donc on y tenait, et c'est ce qui fait aussi l'efficacité de nos organisations. Donc le curseur a été positionné de sorte à pouvoir répondre à ces deux exigences, à la fois ces volontés de télétravail et à la fois cette nécessité d'avoir ces équipes projets qui puissent aussi se retrouver, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de pouvoir télétravailler. Merci. Alors on a vu, le pendant d'un télétravail réussi, c'est de respecter le droit à la déconnexion. Alors justement, Lucie, comment est-ce que les entreprises se saisissent de ce droit à la déconnexion ? Merci. Donc les entreprises, Anne-Laure, se saisissent du droit à la déconnexion de manière au départ forcée, mais parce que le Code du travail nous oblige à négocier, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle hommes-femmes et la QVT, des chartes de droit à la déconnexion. Donc ces modalités doivent être prévues. Il y a un triple objectif à tout ça, c'est le respect des droits à repos, comme on l'a dit, quotidien, hebdomadaire, c'est la protection de la santé du collaborateur, et c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ce droit à la déconnexion, il n'est pas défini, plus exactement les modalités en fait du droit à la déconnexion ne sont pas définies dans le Code du travail. Le Code du travail laisse aux entreprises la possibilité de définir ces règles. Alors soit par accord, et si on arrive à signer un accord c'est parfait, soit par le biais d'une charte, une charte doit être élaborée. Ce que l'on peut observer, nous, au cabinet, par exemple, parmi nos clients, c'est que vraiment la variété de mesures est très, très étendue. Ça peut aller vraiment du cas extrême où les outils informatiques sont paramétrés de telle façon qu'on empêche l'envoi ou la réception de mails à partir d'une certaine heure ou avant une certaine heure. Ça, c'est assez rare tout de même, notamment pour les entreprises internationales, parce que les décalages horaires font que, et puis les cultures aussi différentes empêchent ce dispositif. Ça va à l'autre extrême sur des modalités vraiment très très légères, plutôt de sensibilisation des collaborateurs au fait qu'ils doivent se déconnecter pour se protéger, pour justement avoir au-delà du temps de repos, un temps de récupération, comme le disait Christophe. Et puis entre tout ça, on a des modalités diverses. On a des envois de messages automatiques pour rappeler à l'interlocuteur en face que la personne se trouve en dehors de ses horaires, ou alors carrément un envoi
juste simplement d'un message informatif au moment de l'envoi du mail. Il y a également tout simplement des modalités d'information régulières, une sensibilisation régulière des managers, des collaborateurs au respect de ces obligations-là. Et pour rejoindre ce que disait Christophe par rapport à l'évaluation de la charge de travail, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord, il faut ne pas limiter, enfin, c'est trop peu, en tout cas si on se cantonne au contrôle de la charge de travail au travers d'un entretien annuel d'évaluation, c'est beaucoup trop peu. Et en fait, ça nous conduit, nous, dans le cadre de notre métier d'avocat, à des difficultés énormes dans le cadre de contentieux, puisque vous savez que depuis que le barème Macron a été mis en place, nos confrères conseils de salariés ont été très inventifs et sont allés chercher d'autres modes de compensation de divers préjudices. Mais en premier lieu, il y a la question de la charge de travail, il y a la question du temps de travail. Et dans, je crois, 100% des dossiers contentieux de cadre, nous avons des demandes de rappel d'heures supplémentaires, de demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la charte de droit à la déconnexion. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à démontrer que le collaborateur ne travaillait pas ou qu'il n'a pas travaillé parce que sa journée a été hachée et qu'il est parti chercher ses enfants ou déjeuner avec des amis pendant une journée de télétravail. Donc ça, c'est un sujet qui est renforcé par le biais du télétravail. Je ne dis pas qu'il n'existait pas avant. Il est majeur, il est très coûteux pour les entreprises et je trouverais ça réducteur de ne parler que de la partie charge financière parce qu'il est problématique et il génère des difficultés managériales puisque ces managers n'arrivent pas à intégrer en fait toute cette charge de travail supplémentaire puisque, comme le disait Christophe, à un moment donné, le manager, au travers du télétravail, a une charge de travail supplémentaire, a des difficultés pour apprécier la charge de travail de ses collaborateurs, a des difficultés pour finalement recadrer certains collaborateurs, leur apporter de l'aide pour résoudre des situations de difficulté, d'insuffisance pro, donc ça va vraiment très loin. Et effectivement, eh bien, sur ces sujets-là, ça se traduit en fait au stade des contentieux. Donc il faut absolument, pour revenir à ce que disait Christophe, mettre en place des outils qui, au-delà de ces chartes, qui sont très belles sur le papier, permettent au quotidien, ou en tout cas mensuellement, aux collaborateurs de pouvoir se déconnecter et avoir une charge de travail qui est maîtrisée. Très... Non, ok, complètement. Non, mais allez-y. Oui, ce que j'ai compris en termes de bonnes pratiques, c'est que je sais pas si tu peux compléter, Lucie, c'est que c'est une fois par mois, c'est la bonne pratique pour suivre la charge de travail, faire un point sur activité. En tant que tel. Oui. Et pour compléter, un manager sur deux dit qu'il ne sait pas où mettre la limite entre trop contrôlé ou pas assez à distance. Alors, on voit qu'il y a un enjeu de cadrer ça et d'accompagner les managers. Oui, il y a un gros enjeu. Une fois par mois, le retour qui nous est fait bien souvent est que c'est trop à intégrer en fait. Mais néanmoins, oui, je pense que c'est un bon système. Ou alors inverser la tendance et au lieu de faire un système qui ajoute de la charge au manager, un système qui un temps d'échange en fait automatique par des choses qu'on peut créer, des systèmes que l'on peut créer pour faire remonter des situations anormales. Merci. Alors, Laurence, quand on avait préparé ce panel, vous m'aviez parlé de la différence très importante entre l'hyperconnexion subie et l'hyperconnexion choisie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît ? Oui, mais déjà, je voulais répondre du rôle important que nous avons les DRH, parce que souvent, le manager, en fait, considère que la charge de travail est faite, quel que soit le moment de la journée, et si nous ne sommes pas là pour faire respecter, alors on dira qu'on est un peu garde-chiourme, mais on a quand même des moyens de contrôle avec les outils. Je vous rappelle que la charte des systèmes d'information nous permet d'aller chercher les informations. Nous, on regarde le nombre de mails envoyés, les connexions aux outils, et c'est à nous. Je veux dire, on a un vrai rôle, en tout cas les DRH, parce que quand vous regardez les derniers arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation, combien ça coûtait cher à des collègues, des personnes qui ont fait des déclarations d'heures supplémentaires, même si tout le monde disait qu'ils n'avaient pas travaillé la journée, qu'ils avaient envoyé des mails que le soir. Donc voilà, juste pour rappeler qu'on a un rôle important. Maintenant, sur l'hyperconnexion choisie et subie, c'est vrai qu'aujourd'hui, et vous le voyez, et si Jean-Emmanuel Ray était là, il vous dirait que quand il parle de charte de la déconnexion à des étudiants
étudiants d'aujourd'hui, déjà, ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut se déconnecter, quoi. Parce que comme ils font 2 choses à la fois, c'est vrai que ça évolue avec les nouvelles générations. Parfois, on a des geeks de tout âge quand même, mais quand même, cette agilité et le fait qu'on travaille à la fois à titre perso et pro en même temps. Cela étant, l'hyperconnexion, je le rappelle, c'est une addiction et on s'est rendu compte que c'était une addiction parfois pire que l'alcool, hein, surtout pour certains. Hein. Il y a l'alcool, il y a les médicaments, on a eu à gérer tout ce genre de choses. Et puis je rappelle, il y a aussi ce qu'on appelle la nomophobie, ceux qui ont peur de perdre leur portable ou toute leur vie. Combien d'entre vous ont peut-être entendu un manager qui dit « je suis passé derrière mes collaborateurs », enfin quand ils sont sur site, et j'ai vu qu'ils étaient sur leur téléphone et pas sur leur écran. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on a aussi à savoir qu'on a les temps qui sont mélangés, qu'il faut qu'on prête attention aussi à ce genre de choses et qu'on a un vrai rôle à jouer, en tout cas, pour éviter que cette hyperconnexion vienne en plus alimenter, on va dire, nos arrêts de travail de demain pour épuisement. Alors moi, je ne veux pas utiliser le terme de burn-out. Vous savez, il y a la déprime, la dépression et l'épuisement. Je vais reprendre nos collègues québécois. Et l'épuisement, finalement, peut-être à une origine personnelle et professionnelle, et on l'a vu hein, par rapport à ce mélange vie privée, vie professionnelle. Et donc, prêtons attention. Hein, je rappelle que pour la NDRH, sur la position du burn-out, on suit l'Académie de médecine. On dit que le burn-out ne doit pas être déclaré automatiquement maladie professionnelle. Il faut qu'il y ait quand même tout un chemin, parce qu'il y a parfois des raisons. Donc voilà, donc la connexion, c'est un point important. Je rappelle, juste pour aller dans ce sens, pour ceux qui sont intéressés par les études du Davassi Institute, c'est un institut de prospective avec Thomas Frey qui rappelait il y a quelques années que dans les métiers, les nouveaux métiers à 2030, il y a aussi ceux qui permettront la déconnexion, c'est-à-dire comme des consultants pour la déconnexion. C'est là où on se rend compte que quand on a des personnes qui sont hyper connectées, en général, si vous voulez, c'est pas forcément subi par l'entreprise, c'est malheureusement dans leur mode de vie. Donc prêtons attention aux différents types de populations et sachons que nous, on a un rôle en tant que DRH de régulation et que nous devons vraiment être sur ces sujets parce que nous avons tous les outils dans nos mains pour accompagner les managers qui parfois effectivement sont tentés à lâcher un peu du lest en se disant de toute façon c'est le choix du salarié, sauf que nous on sait très bien le droit du travail, comme le rappelait Lucie, parce qu'eux peuvent fermer les yeux pour un intérêt on va dire professionnel et d'intérêt mutuel également avec les individus. Merci. Alors, l'heure tourne et le panel touche bientôt à sa fin. J'aurais quand même voulu vous entendre, Guillaume, Kamel et Jean-Marc, rapidement sur ce que vous avez mis en place pour justement faire respecter ce droit à la déconnexion et pour éviter de tomber dans de l'hyperconnexion. Alors, Guillaume, je vous laisse la parole. Très rapidement, nous, l'objectif... On ne connaissait pas le télétravail avant la crise du Covid. C'était quelque chose qui n'existait pas, les collaborateurs ne le réclamaient pas et les managers ne le réclamaient pas non plus et n'y poussaient pas. L'objectif, ça a été à la fois d'accompagner le management, mais aussi de cadrer les modalités de fonctionnement. On a mis en place des choses très très simples. Déjà, on a interdit toute réunion qui démarre après 17h30 et on a demandé à ce que toutes les réunions se terminent à 18h30. Dernier délai, pour justement respecter ce temps de repos, pour justement laisser aussi la place à la vie privée après la vie professionnelle. Deuxième chose, on a interdit les mails à partir de 20h. Alors quand je dis interdit, nous n'avons pas mis en place un système qui empêche d'envoyer des mails, mais nous avons un rappel par l'intermédiaire d'un mail automatique envoyé de la main de notre DRH à chaque collaborateur qui utilise ses emails à partir de 20h ou qui utilise ses emails durant les week-ends. C'est un rappel sympathique, mais qui est quand même traqué, et des statistiques sont données à chaque manager sur le nombre de mails de rappel qui sont reçus par les collaborateurs. Ensuite, on a essayé d'accompagner. Pour accompagner, on met tous les mois des statistiques via les applicatifs qui sont utilisés par les différents services et par les différents collaborateurs. On met des statistiques à disposition de tous les managers pour qu'ils aient de manière anonyme une vision de est-ce qu'il y a de l'hyperconnexion ou pas au sein de l'équipe. Et on sait le nombre de mails envoyés, les horaires de connexion, les horaires de déconnexion, à la fois aux emails mais aussi aux applicatifs.
Dernière chose qu'on a mis en place, on a voulu reproduire un petit peu l'ambiance du bureau à la maison et on a mis en place ce qu'on appelle des cafés digitaux, qui sont des moments de pause durant la journée, durant lesquels le manager et ses collaborateurs se réunissent pour avoir un moment de pause ensemble, échanger un café. Et on a demandé aux managers de mettre en place des groupes de travail qui ont permis de mettre à disposition des managers une boîte à outils de jeux, de thématiques à développer pendant ces cafés digitaux. Et tout simplement, on leur a aussi laissé l'opportunité d'échanger exactement comme ils le font autour de la machine à café quand ils sont en présentiel. Merci. Kamel, alors on n'a plus que 3 minutes. Donc oui, j'ai vu ça. Alors oui, la charte sur le droit à la déconnexion, c'est important, mais c'est pas suffisant. On l'a mise en place et en effet, on a aussi précisé les plages horaires, le respect des congés, etc., etc. Et puis, surtout, on a accompagné ça de règles de bonnes pratiques et donc d'un guide de bonnes pratiques pour inviter les collaborateurs, lorsqu'ils sont en congé, de mettre automatiquement des mails d'absence, de renvoyer vers le collègue. On n'a pas de système où le DRH envoie de mails. On pourrait m'accuser de ne pas me déconnecter du coup. Et on a accompagné par des campagnes d'information, comme je disais tout à l'heure, par le biais d'un outil dont nous disposons et qui permet de sensibiliser avant les périodes de congé sur la nécessité de se déconnecter, de profiter de ces congés. Voilà un ensemble de mesures de bonnes pratiques pour pouvoir accompagner cette démarche. Merci. Jean-Marc ? Ouais, j'ai compris qu'il fallait que je fasse vite. Simplement, j'envie Guillaume parce que j'aimerais pouvoir envoyer des mails le soir et le matin pour dire fichez la paix à vos petits camarades. Simplement, il faut savoir que quand vous êtes dans un univers international, vous recevez par défaut des mails la nuit. Donc vous êtes hyper connecté. Donc la question qui s'est posée, on s'est dit, nous de toute façon, on a une obligation de résultat, certes, mais le résultat, on va avoir des difficultés à le prouver. Donc on va mettre en place des obligations de moyens, déjà. Et ces moyens-là, je vous l'ai dit, on a formé les managers, on les a accompagnés, on a monté des webinars pour justement que les managers puissent aussi se protéger dans le cadre du télétravail, parce qu'eux-mêmes ont une charge mentale très forte. Et ce qu'on a mis en place, c'est une causerie. Ça s'appelle comme ça en EHS. On est allé voir notre service de santé au travail, et avec la DRH et avec nos différents correspondants, on a monté des causeries pour tous les salariés. Ces causeries sur le télétravail, et ça dès la reprise, juste après la pandémie. Donc on a fait vraiment des masterclass, rien que le nom, des masterclass, pour justement réexpliquer à chacun les bonnes pratiques, réexpliquer à chacun quels sont vos gestes et postures, comment est-ce que vous devez gérer votre PC, comment est-ce que vous devez gérer votre luminosité, et à côté, comment est-ce que vous devez gérer vos RPS, si vous en avez, comment les détecter, comment détecter ceux de vos proches, et comment organiser votre travail. Et dans l'organisation de travail, ça repose en fait sur des choses assez évidentes, mais c'est déjà bien séparer le travail personnel, l'organisation personnelle du travail professionnel. C'est respecter autant que faire se peut les horaires qu'on aurait eu au bureau chez soi, time out. Et le dernier élément, en fait, c'est juste, il y en a 2 en fait, mais je vais aller sur le 3e. C'est aussi qu'on a rappelé à tout le monde que les heures supplémentaires sont soumises aussi à approbation du manager et que donc il faut que chacun soit responsable. Et ça, on a rappelé aussi cette notion de contrat moral avec chacun, mais le contrat moral vient aussi des managers et c'est volontaire à double sens. La réciprocité est évidente. Merci. Et alors le dernier mot, Christophe, parce qu'il est important, c'est, vous me le faites en 30 secondes, le rôle que doit avoir le manager. Ah, en 30 secondes ? Oui, en 30 secondes. Bon, moi je ne vais pas répondre du coup, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement j'aime bien le terme de contrat moral, parce qu'effectivement là où on signe des avenants, des contrats, des chartes, il y a beaucoup de choses qui ne se signent pas et qui ne s'écrivent pas. Et la moitié des gens disent j'ai perdu mes repères professionnels, mes rituels d'équipe, des choses de base finalement qui étaient très intégrées. Les managers qui disent le matin c'était le café, je savais comment allaient les gens, là à distance je ne sais plus. Il y a tout ça à recréer et je pense qu'on est au début de quelque chose qui doit être du coup partagé, dialogué. Et les causeries, j'aime beaucoup. C'est des moments effectivement où ça ne peut se faire qu'entre eux, quoi. Mais il faut l'organiser et l'accompagner effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Donc ce panel touche à sa fin. Pour ceux qui le souhaitent, dans cette salle, le prochain est consacré à la formation et aux leçons à tirer de la crise, ce qui doit être fort intéressant puisqu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je vous remercie.